Nous sommes le 1er octobre 2025, un nouveau mois commence. Bonsoir à toutes et à tous, voici les principaux titres de cette édition. Le gouvernement poursuit ses efforts pour améliorer l'accès à l'eau potable. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi, l'exécutif a autorisé la contractualisation pour la construction de systèmes d'approvisionnement en eau dans 3 départements. D'autres décisions importantes ont également été prises. Nous y revenons dans un instant. C'est désormais officiel, plus de vitres teintées au Bénin. Le décret interdisant la circulation des véhicules munis de vitres teintées ou opaques entre en vigueur ce mercredi. Une phase de sensibilisation précède la répression qui s'annonce progressive. Et puis, hors du Bénin, le président du Niger a effectué ce mardi une visite d'amitié et de travail à Bamako, accueilli par son homologue malien, le général Assimi Goïta. Il a évoqué avec lui les défis sécuritaires ainsi que les grandes priorités de l'AES. On ouvre ce journal avec le Conseil des ministres de ce mercredi, une séance marquée par plusieurs décisions dont la contractualisation pour la construction de 4 systèmes d'approvisionnement en eau potable dans les départements du Zou, de l'Ouémé et du Plateau. Le point complet avec le porte-parole du gouvernement. Ce mercredi 1er octobre 2025, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des communications, contractualisation pour la réalisation de 4 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans les départements du Zou, de l'Ouémé et du Plateau. Les ouvrages à construire sont destinés à impacter 4 arrondissements que sont Seto, Zungbomé, Isaba et Odometa, initialement pris en compte dans un appel d'offres qui s'est avéré infructueux. En vue de permettre aux populations bénéficiaires des localités concernées d'avoir accès à l'eau potable, le Conseil s'est prononcé pour la contractualisation avec des entreprises qualifiées en vue de la réalisation de ces infrastructures. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, ce 1er octobre 2025, de la 14e édition de la Journée internationale de la fille, le 15 octobre 2025, l'organisation au Bénin de la 16e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA, les 8 et 9 octobre 2025, de la 6e édition du sommet Climate Change Africa 2025, les 27 et 28 octobre 2025, du 3e congrès de la Société béninoise de médecine interne du 29 au 31 octobre 2025, d'une réunion de haut niveau sur la transformation numérique en Afrique de l'Ouest et du Centre, les 17 et 18 novembre 2025, puis la participation du Bénin à la 53e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale du 20 au 24 octobre 2025 à Rome, en Italie. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées à la présidence de la République. Président de la Fondation Semecity, M. Lionel Zinsou. Directeur exécutif de la Fondation Semecity, M. Fructueux S. Aho, je vous remercie. Je vous l'annonçais en titre, dès ce mercredi, la police républicaine passe à l'action. Elle entame l'application du décret numéro 2017-646 du 22 novembre 2017 qui interdit la circulation des véhicules munis de vitres opaques à l'avant. Dans un premier temps, place à la sensibilisation. Les contrevenants seront arrêtés, informés des tests en vigueur avant des mesures plus strictes. Des précisions apportées par le porte-parole de la police républicaine, invité sur la chaîne nationale. Écoutons-le. À partir du 1er octobre, donc, l'opération va démarrer par une phase pédagogique. Il ne s'agira pas de mettre un véhicule en fourrière ou de faire payer des amendes à partir du 1er. D'accord. Nous sommes donc dans une approche pédagogique au cours de laquelle nous allons rappeler les dispositions du décret aux usagers de la route et les exhorter à se mettre en règle. Maintenant,
Pour ceux qui ont acquis les véhicules avec des vitres teintées d'origine et qui sont détenteurs de leur carte, ils n'ont aucun problème, ils ne sont pas concernés par l'opération. Qu'un véhicule dont les vitres sont teintées, c'est un véhicule dont les vitres sont légèrement colorées et qui permettent à un observateur qui se tient devant le véhicule de voir l'intérieur. Par contre, un véhicule dont les vitres sont opaques, c'est un véhicule dont les vitres sont sombres et dont l'observateur qui se tient à côté du véhicule ne peut pas voir l'intérieur. L'une des missions fondamentales de la police républicaine est de faire respecter les lois de la République. Depuis 2017, il y a eu ce décret-là qui a donné des instructions qui sont restées lettres mortes jusque-là. Donc la vocation de la police étant de faire respecter les textes de la République, nous avons opté pour amener les citoyens à se conformer aux dispositions qui régissent la mise en circulation des véhicules avec des vitres opaques ou des vitres teintées. Au-delà de cet aspect-là, il faut noter que en matière de circulation routière, il est important pour le conducteur du véhicule de voir clairement les autres usagers qui sont avec lui sur la route. En outre, il est important pour les fonctionnaires de police qui sont dédiés aux missions de contrôle sur les axes routiers, il est important pour les agents de voir clairement l'intérieur du véhicule pour pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent, pour pouvoir évaluer très rapidement la situation lorsqu'ils sont en face d'un véhicule suspect ou transportant des colis. Pour les véhicules ayant des vitres teintées d'origine, qui ont eu régulièrement la carte d'autorisation de l'ANAT et qui se sont permis le luxe d'ajouter des filtres adhésifs pour rendre les vitres plus opaques, la pénalité sera de les amener à mettre le véhicule dans son état initial. Un autre sujet à présent, la lecture joue un rôle fondamental dans le développement des enfants. Elle stimule l'imagination, renforce les capacités d'apprentissage et contribue à l'acquisition de compétences durables. À l'heure où les écrans captent de plus en plus l'attention, il devient essentiel de réaffirmer l'importance de la lecture et ses multiples bienfaits. Juras Kpadonou, instituteur, nous en dit plus, on l'écoute.
En interactualité, le président malien Assimi Goïta, également à la tête de la Confédération des États du Sahel, a accueilli ce mardi à Bamako le chef de l'État nigérien, le général Abdulrahman Tiani, en visite d'amitié et de travail. Au menu de leur échange, la défense et la souveraineté nationale, la coopération sécuritaire et économique ainsi que les projets communs au sein de l'AES. Le reportage. Le chef de la junte nigérienne a effectué une visite de travail et d'amitié mardi à Bamako. À son arrivée dans la capitale malienne, le général Abdulrahman Tiani a été reçu par son homologue malien, le général Assimi Goïta. Au cœur des échanges, la défense et la souveraineté nationale, la coopération sécuritaire et économique ainsi que les projets communs au sein de l'Alliance des États du Sahel, dirigée par le chef de la transition du Mali selon des sources proches du palais présidentiel de Niamey. Cette visite marque une étape majeure dans le renforcement des relations bilatérales entre le Niger et le Mali, deux pays liés par l'histoire, la géographie et dirigés par des militaires qui ont pris le pouvoir après des coups d'État. Il s'agit de la seconde visite dans ce pays du chef de l'État nigérien, après celle du 23 novembre 2023, depuis la prise de pouvoir le 26 juillet la même année. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient annoncé en janvier 2024 leur retrait de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, après avoir créé en septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel, AES. Au Gabon, l'Union démocratique des bâtisseurs, le jeune parti fondé le 5 juillet dernier par le président Brice Clotaire Nguema, est en tête des résultats provisoires des élections législatives de samedi dernier. Les résultats doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle chargée du contentieux électoral. Plusieurs candidats et partis réclament l'annulation du scrutin à cause des fraudes massives. Suivant. Au Gabon, le parti du président Brice Clotaire Oligui Nguema a remporté le plus grand nombre de sièges lors du premier tour des élections législatives, les premières organisées depuis le coup d'État militaire de 2023 qui a mis fin à plus d'un demi-siècle de pouvoir de la famille Bongo. Selon les résultats provisoires du ministère de l'Intérieur, l'Union démocratique des bâtisseurs, fondée en juillet par le chef de l'État, a obtenu 55 sièges sur 145 à l'Assemblée nationale. Le Parti démocratique gabonais, dirigé autrefois par l'ancien président Ali Bongo Ondimba, n'a remporté que 3 sièges. Un second tour est prévu le 11 octobre dans 77 circonscriptions où la plupart des duels opposeront l'Union démocratique des bâtisseurs au Parti démocratique gabonais. Ces élections s'inscrivent dans le cadre du retour progressif à un ordre constitutionnel. Le pays est désormais régi par une constitution adoptée par référendum en 2024 qui renforce le pouvoir présidentiel et limite le rôle du Parlement. Le ministère de l'Intérieur et la mission électorale de la société civile jugent le scrutin globalement satisfaisant, la Cour constitutionnelle restant ouverte au dépôt des recours jusqu'au 8 octobre. À la tête de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a été condamné à mort ce mardi au terme d'un procès par contumace pour trahison et crimes de guerre. Il a été reconnu coupable de complicité avec le M23. Le reportage. La haute cour de Kinshasa a condamné mardi en son absence Joseph Kabila à la peine de mort pour crimes de guerre et trahison. L'ancien président en exil depuis 2 ans a été reconnu coupable d'être le chef de la coalition AFC M23. Après près de 4 heures de délibération, la Cour a aussi requis le paiement de 33 milliards de dollars de dommages et intérêts pour l'État congolais, les provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que pour les associations d'aide aux victimes. Le procès initialement prévu le 12 septembre a été reporté suite au dépôt de nouveaux éléments par les parties civiles. La région de l'Est de la RDC, ravagée par 30 ans de conflit, reste fortement instable. La condamnation d'un ancien chef d'État congolais par une juridiction militaire marque un tournant historique dans l'histoire politique du pays.
En Madagascar, de plus en plus de monde rallie le mouvement de protestation qui agite la capitale Antananarivo. Malgré l'annonce ce lundi par Andry Rajoelina du limogeage du gouvernement, des milliers de manifestants ont encore réclamé ce mardi le départ du président malgache en investissant un quartier central de la capitale qu'il n'avait jamais pu atteindre depuis le début des manifestations. Le reportage. Le limogeage du gouvernement n'a pas suffi à calmer la fronde. À Madagascar, le mouvement Gen Z a appelé à un nouveau rassemblement ce mardi 30 septembre. La protestation, motivée au départ par les incessantes coupures d'eau et d'électricité, a pris plus d'ampleur et vise désormais le président Hans Rajoel et le pouvoir plus globalement, au cœur de plusieurs scandales de corruption ces dernières années. Au pouvoir depuis 2009, le chef de l'État fait l'objet de nombreuses critiques. L'ancien maire de la capitale Antananarive a dirigé le pays de 2009 à 2014 à la suite d'un coup d'État. Il a ensuite été élu en 2018 puis en 2023, un dernier scrutin qui a été fortement contesté. Les manifestations, qui ont débuté le jeudi 25 septembre, ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées en moins d'une semaine. Alors que le mandat de l'actuelle mission multinationale de soutien à la police haïtienne menée par le Kenya touche à sa fin, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est prononcé en faveur d'une résolution visant à la transformer en une force anti-gang ce mardi. Pas 12 voix pour et 3 abstentions, l'instance s'est prononcée en faveur de sa création avec pour objectif d'endiguer la violence qui continue de ravager Haïti. C'est après moi. 609. Avec 12 voix pour, 0 contre et 3 abstentions de la Russie, la Chine et le Pakistan, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est prononcé ce mardi en faveur d'une mission internationale pour lutter contre l'intensification de la violence en Haïti. Le vote qui a eu lieu 2 jours avant l'expiration du mandat de l'actuelle mission internationale va permettre le déploiement d'une force de répression des gangs composée de 5500 soldats et policiers. Le projet de résolution a été adopté en tant que résolution 2793. 2793. L'adoption de cette résolution donne de l'espoir à Haïti, un espoir qui s'est rapidement éloigné au fur et à mesure que les gangs terroristes étendaient leur territoire, violaient, pillaient, assassinaient et terrorisaient la population haïtienne. Une décision aussi saluée par les autorités haïtiennes. Il s'agit là d'un tournant décisif dans la lutte que mon pays mène contre l'un des défis les plus graves de son histoire déjà mouvementée. Haïti est confronté à une instabilité politique, à la pauvreté et aux catastrophes naturelles à répétition. L'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 a plongé le pays dans une situation plus compliquée entre vacances du pouvoir, violence extrême et expansion des gangs. Voilà qui met un thème à cette édition. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.